va voir donc la toute dernière partie sur les réseaux de Petri, et donc ça va parler de l'analyse des réseaux de Petri. Alors on va peut-être pas faire tout, mais on va voir donc les principales méthodes et puis l'analyse, mais le but c'est vraiment de regarder les dynamiques, c'est-à-dire la partie marquage. Alors, dans l'informatique, dans la partie modélisation de l'informatique, on avait déjà vu ce triangle-là au tout début. Là, c'est les systèmes réels que l'on observe. On le modélise donc via un modèle. On peut analyser ce modèle et puis regarder si les propriétés du modèle, donc après son analyse, correspondent au système réel. Si oui, on est content, on peut s'arrêter. Sinon, il faut améliorer. Donc, il y a des boucles comme ça de rétroaction si ce que vous observez dans votre système mathématiquement parlant ne correspond pas à ceci, il faut changer un petit peu la modélisation pour changer, etc. et pour vous approcher de plus en plus du système. Voilà, donc cela, c'est donc traduire les spécifications du système dans les propriétés du réseau de Petri et vérifier la correction, c'est-à-dire vérifier que le réseau de Petri vérifie les propriétés que vous observez dans le système et que vous voulez voir. Alors, par exemple, dans les feux de circulation, vous vous rappelez de ce diagramme-là, enfin de ces réseaux de Petri ici. Ce qui nous intéresse, c'est que les deux feux ne soient jamais ouverts en même temps. Et donc, quand on a donc modélisé ici, comment est-ce qu'on peut s'assurer, démontrer mathématiquement, si on veut, qu'il n'y a pas deux feux qui passent en même temps au vert? Donc en fait, il y a une partie de l'informatique qui s'intéresse à cela, aux vérifications automatiques des propriétés. Et donc, ce sont des démonstrations ou des vérifications, des preuves qui sont faites dans le système pour vérifier, donc ça vérifie bien les spécifications. Alors, ici, on va dire, c'est relativement facile, on peut regarder quelles sont les deux conditions donc, pour franchir ici de rouge vers vert 1, donc le passage du rouge au vert pour le feu 1 ou du rouge au vert pour le feu 2. D'accord, on voit que dans les pré-conditions, eh bien, il nous faut alors non seulement un jeton de R1 à RV1, enfin un jeton ici en fait, et puis un jeton ici en Y, d'accord? Puisque pour franchir ici, il nous faut le jeton ici et ici. Pareil pour la deuxième condition, pour franchir RV2, il nous faut donc un jeton en R2, donc R2 vers V2, et un jeton ici en X, de X vers ça. Donc ça, ce sont les préconditions pour les deux franchissements. Et on va observer, enfin il faudrait qu'on démontre en fait qu'on ne peut pas avoir à la fois le jeton ici en Y et en X. Ok, voilà, donc il faudrait vérifier que les deux conditions ici ne sont jamais vraies en même temps, c'est-à-dire que euh, voilà. Alors ça, M, l'état ici, c'est l'état où les deux feux peuvent passer en même temps au vert, vous voyez. C'est-à-dire, ça c'est un marquage. Regardez, il y a un jeton en R1, un jeton en R2 que vous voyez ici, un jeton en X que vous voyez là en vert, et un jeton en Y que vous voyez ici. Ok, voilà. Pour que donc si ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver avec ce marquage-là, parce que ce marquage-là permet de franchir à la fois RV1 et RV2, d'accord, et donc d'avoir les deux feux en vert au même moment. Et donc en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que en partant de M0 et en franchissant tous les trucs, on ne va jamais tomber sur ce marquage-là, qui est donc le marquage qu'on ne veut absolument pas, d'accord. Donc il faut montrer que ce marquage M ici n'est pas accessible depuis le marquage M0. Celui-là, c'est le marquage que vous avez ici, c'est-à-dire qu'il y a un jeton en R1, il y a un jeton en R2, et il y a un jeton en Y, et le reste, vous voyez, c'est nul. Ok, alors, nous, ce qu'on va se faire, on va se limiter à ça, c'est-à-dire à partir d'un marquage réalisable, on va voir quels sont tous les autres marquages que l'on peut atteindre, le premier, le deuxième, etc. D'accord? Et puis au bout d'un moment, ça va boucler, et puis voilà, on aura donc toutes les marques possibles. Et donc on verra qu'il n'y a pas ce marquage-là et que donc notre modélisation est correcte. Alors de manière plus générale, les méthodes de vérification, donc de validation, c'est quoi? Donc on peut faire des simulations, donc on va faire tourner notre algorithme un certain nombre de fois, et puis vérifier qu'on n'obtient jamais, par exemple, le marquage ici. Alors bon, c'est jamais exhaustif, quoi, si jamais vous avez un réseau de Petri qui pourrait admettre énormément de marquages, il se peut que vous ne voyez pas certains, mais qu'ils existent quand même, qu'ils soient possibles.
d'être atteint, mais que la simulation ne vous les fasse pas sortir. Ou alors, évidemment, il y a une analyse formelle, donc mathématique, qui peut être réalisée pour montrer quelles sont les marques qui sont atteignables depuis une marque M0, ici, celle-là. Et puis voilà, et donc en ce cas-là, vous saurez que vous n'atteindrez jamais les autres. Ok. Donc soit on fait une analyse formelle, soit on fait une simulation, donc un modèle d'exécution. Alors moi ici, ça va être de l'analyse formelle, mais version assez simple, hein, sans trop de démonstration. Voilà, donc il y a plusieurs types d'erreurs que l'on peut avoir. Euh, on peut faire quelque chose, décrire quelque chose qui ne marche pas, ou alors décrire quelque chose qui marche, mais c'est notre description à nous, notre modélisation qui est fausse. Ok. Donc voilà. Alors, une des questions que l'on va se poser, alors le mot est très moche, c'est la bornitude, mais le nombre de jetons circulant dans le réseau reste-t-il borné? Donc ça c'est intéressant de ne pas avoir d'explosion du nombre de jetons pour ne pas saturer votre système simplement avec les données de votre système, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a un nombre infini de marquages ou pas? Est-ce que une partie ou l'ensemble du réseau peut toujours évoluer ou est-ce qu'il y a des blocages que vous voyez ici? D'accord? Est-ce qu'il est réinitialisable? C'est-à-dire est-ce qu'il va revenir à un moment donné à son état initial ou pas? Etc. Ou est-ce qu'il est possible qu'il réatteigne son état initial? Ok. Donc on va répondre à certaines des questions dans la suite. Alors on va séparer en théorie les propriétés des réseaux de Petri en deux catégories, celles qui dépendent du marquage initial et celles qui sont vraies quel que soit le marquage initial, d'accord? Donc il y a des invariants qui sont vrais pour tous les marquages, alors que celles qui dépendent du marquage initial, ça va être par exemple quels sont les états, les autres marquages qui sont accessibles depuis celui-ci. Est-ce que depuis celui-ci, on a donc un nombre borné de jetons dans toutes les places? D'accord, on ne pourra pas aller à l'infini. Euh, Est-ce que toutes les transitions sont utiles ou pas? Est-ce que je peux revenir à mon marquage initial? Ok. Donc voilà, ce sont ces propriétés-là qui dépendent du marquage initial, donc qui sont les propriétés comportementales. Et les propriétés structurelles, ce serait vrai pour tout marquage. Alors, les analyses que l'on peut mener, on peut faire l'énumération, c'est ce qu'on va faire un petit peu. Donc, on va voir toutes les marques, en fait, on va générer l'ensemble des états possibles du système, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les marques, les différentes transitions que l'on peut faire entre elles, et puis voilà, ça va nous permettre d'avoir ça. On peut aussi l'utiliser plus théoriquement, donc avec de l'algèbre linéaire, donc résolution d'équations d'état, où on peut faire aussi des réductions, c'est-à-dire utiliser d'autres connaissances en fait et réduire donc voilà, projeter notre réseau de Petri dans d'autres dont on connaît déjà les propriétés et puis s'en inspirer et récupérer des propriétés que l'on connaît de l'un sur l'autre. Voilà, alors dans le cadre de ce cours, au début, on va de toute façon faire l'énumération, c'est-à-dire donc on va faire tous les états, toutes les marques possibles, hein, et puis on va regarder, euh, ben, donc on va construire l'ensemble de ces états-là, regarder comment on passe de l'un à l'autre, et puis vérifier certaines propriétés sur ces états-là, simplement en regardant. Alors, je vous rappelle que accessible, hein, c'est au niveau de la séquence de transition. Donc, c'est pas forcément un tirage d'une transition, mais d'une séquence qui vous permet d'être accessible. Mais la séquence elle-même, c'est découpé. Donc, à chaque fait, on va essayer toutes les transitions possibles. Et en les combinant, ça va nous permettre d'avoir n'importe quelle séquence de transition. Alors, ça, il faut le comprendre parce on va, à partir d'un réseau de Petri qui est un graphe, créer un autre graphe qui va être juste celui des marques. Donc, ne confondez pas les deux. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on connaît déjà les réseaux de Petri. On va donc créer une première marque, par exemple, tac, tac, tac. Voilà. Bon, peu importe. Cette marque-là, ça va être la marque initiale, d'accord? Et puis, on va faire une flèche puisqu'on peut transiter. Donc là, par exemple, je peux franchir ce truc-là. Et donc, ça va me donner une autre marque. Mais je pourrais plus franchir. Ah non, je ne peux pas franchir l'autre côté. Ok. Donc là, ça va être automatique, etc. Si jamais il y a des choix, on aura deux flèches vers deux autres marques, et ainsi de suite. Ok? Donc, on va créer ce nouveau graphe de marquage. Donc le graphe que l'on va décrire, c'est donc les nœuds du graphe, les sommets, ce sont les différents marquages accessibles, et les arcs, bah, ce sont les franchissements entre deux marquages accessibles. Ok. Ok. Prenons un exemple. Donc on a ce réseau de Petri ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Alors déjà, regardons-le rapidement.
Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir, vous voyez, donc il y a combien de places? Il y a un, 2, 3, 4, 5 places, n'oubliez pas celle du milieu. Ce qui est bien, c'est ici que d'avoir l'ordre, d'accord, sur lequel on met, ok? Donc c'est déjà idle 1, puis busy, puis idle 2, puis busy 2, hein, et après le reste au milieu, ok? Alors, bah déjà, la marque là, qu'est-ce que c'est? Bah c'est alors la marque, donc idle 1 c'est 1, busy 1 c'est 0, idle 2, ici le troisième, c'est 1. Busy 2, c'est 0. Et là, c'est 1. Donc c'est le vecteur 1, 0, 1, 0, 1. Que vous voyez ici, 1, 0, 1, 0, 1. OK? Alors à partir de cette marque-là, qu'est-ce que je peux faire? Alors je regarde mon graphe de Petri, et enfin mon réseau de Petri, et je vois que je peux traverser D1, franchir D1 ou franchir D2. D'accord? Pour D1, par exemple, il faut que je mange le pion de idle 1 et de res, et puis que je vais en avoir un à busy 1. Eh bien, allons-y. Imaginons que je fasse ça. Donc, je mange idle 1 et res. D'accord? Donc, ça me fait 0, 0. Et je récupère 1 à busy 1. Donc, ça me donne 0, 1, 1, 0, 0. OK? Et donc, ceci, c'est le franchissement de D1. OK? Ça me donne un premier marquage. Une fois que, imaginons que j'ai ce marquage-là. Donc, j'ai juste le pion ici. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Et j'ai le pion ici. Alors, je peux plus franchir RD2 puisque je suis coincé, hein, puisque j'ai plus le pion ici. Je l'ai déjà mangé. D'accord? Donc bah, le seul truc que je puisse faire, c'est F1. Ok. Et donc le retour de F1, alors normalement le F1 il devrait être hop, ici, hein, c'est à ce niveau-là. Ok. Et donc si jamais je franchis F1, bah, je retombe sur le, la marque M0. Vous voyez que le franchissement de F1 m'envoie un jeton dans idle 1 et un jeton dans res. Ok. Donc à partir de là, je fais ça. Et puis, ben, l'autre possibilité à partir de M0, c'était de franchir D2, puisque D2 est aussi franchissable en mangeant ces deux jetons-là, de Res et de Idle 2. Donc je vais en créer un à Busy 2. Et donc ça me fait qu'il reste le jeton d'Idle 1. Il n'y a pas de Busy 1, il n'y a pas de Idle 2. Il y a un Busy 2, donc il y a le 1 ici, et il n'y a pas de Res. Ok. Voilà, et puis après, ici, je reviens là. Ok, donc voilà. Donc vous voyez que l'aspect dynamique, donc à partir de ce réseau de Petri ici, on crée le graphe de marquage ici, et donc on voit la dynamique un petit peu, c'est-à-dire que on est ici, on peut passer là, on reviendra là, on peut passer de l'autre côté, on revient là, etc. Ok. Voilà. Là, c'est pas très bien écrit. Dans le F1, il devrait être ici, et le F2, il devrait être ici, puisque c'est le franchissement 2 qui permet de passer de ce marquage-là à ce marquage-là. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que bah, même sans définir les propriétés formellement, bah, il est réversible. Vous êtes d'accord que si jamais je pars de M0, oui, un jour ou l'autre, je vais de toute façon y revenir. J'ai pas le choix, c'est obligatoire, je peux y revenir. Donc il est réversible. On voit que, est-ce qu'il est, la bornitude, c'est horrible ce mot, il est bien borné dans le sens, dans mes places, je ne peux avoir que un jeton au maximum. Ok. Je n'entasse pas des milliards ici. Voilà par exemple deux propriétés assez classiques que l'on peut voir ici. Bon, il n'est pas. Enfin, bon, il y a d'autres propriétés, il faudrait qu'on les définir. Ok, donc voilà pour ce premier exemple. Voilà, donc quand on a un réseau de Petri, on a un marquage initial, et ce qu'on va souvent vous demander, enfin bon, voilà, ça va être de construire le graphe de marquage, c'est-à-dire donc les différentes marques qui sont atteignables depuis ce réseau-là. Et en fait, ces marques-là, c'est ça qu'on appelle l'état du système, hein, d'accord? Les différentes marques, c'est l'état du système. Ok. Voilà, donc par exemple, si on revient à nos feux là, ben, allons-y, essayons de faire le graphe de marquage, de voir si oui ou non on peut atteindre le fameux état là, dont on ne voulait pas ou pas. Alors, c'est-à-dire, hein, on part de ce marquage M0 là, et celui dont on ne veut pas, c'est ce M là qu'on a identifié comme étant critique, parce que là, boum, les deux feux sont au vert, et on va provoquer plein d'accidents. Ok. Voilà. Donc, on va reprendre la notation. Alors, à partir donc de cette marque-là, ou de celle-là, c'est pareil, hein, 1, il y a un, ouais, c'est la même, je crois. Ah non, pas exactement. Euh, Parce que là, je vois 1, 1. Alors là, je vois pas un. Bon, bref. À partir de M0 ici, donc là, on vous met bien l'ordre dans lequel on le prend. Donc R1, V1, O1, euh, puis X là-haut, puis R2, V2, O2, puis Y. Ok. Donc vérifions que c'est bien ça d'ailleurs. Tiens. R1, ça fait 1, 0, 0, 0. Donc 1, 0, 0, 0. Ok. Puis 1, 0, 0, 1. 1, R2,
Tiens, non, voilà, V2, tiens, voilà. Bah, là, c'est faux. V2, c'est 0, 1, 0, 0, 1. D'accord? Là, il y a une faute, c'est bien 0. Et donc, lui, en translaté, c'est bien le même hein, que celui-là. Ok, alors, corrigeons là avec le 0. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux franchir V1 et je peux franchir RV1 plutôt et RV2. Non, pas du tout. Je peux franchir que RV1. Ah, bah, décidément. Ok, donc en partant de cette marque-là, je ne peux franchir que RV1. Alors, allons-y. Euh, ouais, attendez. Je peux en franchir un V1, donc ça devrait me donner ceci, la flèche que vous voyez ici. Donc ça, c'était mon marquage de tout à l'heure. Si jamais je franchis RV1, alors je mange ces deux pions, celui-là et celui-là, pardon, d'accord? Et donc mon feu, il passe à V1, d'accord? Donc qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, d'accord? Et donc c'est bien ça, c'est bien 0, 1, 0, 0, 1, et que des 0 après. Ok. Voilà, ça c'est le franchissement de RV1. Alors j'ai pas vu, mais on doit pouvoir aussi franchir. Pourquoi OR2? Ah non, non, on peut pas, on peut pas. C'est bien. Ça c'est le retour, c'est l'arc retour, ok. Donc je descends comme ça, c'est bien. Après, donc une fois que je suis avec le jeton ici, donc dans ce marquage-là, hein, d'accord, je peux franchir VO1, en fait c'est le seul que je puisse franchir. Et donc bon bah ça me fait tomber de ça à ça, d'accord. Puis une fois que je suis là, ça me fait forcément franchir OR1, qui me donne tac et qui va remettre le jeton en X, ok. Donc ça va faire 1, 0, 0, 1, vous voyez, 1, 0, 0, 1, et après là, 1, 0, 0, 0, ok. Voilà. Et puis de là, je passe au parquage là, puisque maintenant, comme j'ai le jeton en, en X, c'est ça? Ouais, comme j'ai le jeton en X, je ne peux franchir que RV2, d'accord? Et donc, paf, je tombe ici. Donc voilà, ça me fait ça et ça et ça. Ok. Voilà, donc vous voyez que comme ça, on a toute la dynamique du système, c'est-à-dire tous les états possibles du système. Ok. Vous savez, ici, c'est toutes les combinaisons possibles de vos deux feux, quelles sont les couleurs des feux, hein, et quelles sont les transitions entre l'un et l'autre. Ok. Voilà. Et donc, bah, quand on analyse ça, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que la marque là dont on s'était demandé si elle était atteignable ou pas. Non, elle n'est pas dans ce réseau-là. Donc c'est bon, notre réseau de pétri ne créera pas de problème au niveau de circulation. On peut aussi voir donc qu'il est réversible, hein, puisque vous êtes obligé, en fait c'est un cycle, hein, vous êtes obligé de revenir sur l'état initial. Et bah, c'est borné aussi, dans le sens, vous voyez qu'il n'y a que 0 ou 1 jeton dans chaque place, enfin dans la place, quoi. Donc voilà, donc la propriété comportementale de bornitude, bon, bah, c'est si jamais il y a un nombre tel que le nombre de jetons soit toujours plus petit que cette borne-là. Voilà. Donc ça, pourquoi? Bah, c'est parce que bah, si jamais vous produisez je sais pas, des bouteilles en plastique, bon, bah, au bout d'un moment, votre entrepôt il va être saturé si jamais vous pouvez en produire une infinité. Donc il faut vérifier que vous n'ayez pas d'accumulation de tâches dans un système là. Donc ça peut être des tâches réelles, hein, mais ça peut aussi être des tâches informatiques que vous ne mettiez pas dans votre ordinateur, un truc où vous lui demandez de faire des tâches, mais jamais vous l'exécutez. Et là, ça remplit le buffer sans être jamais exécuté. Donc ça, c'est pas bon non plus. Alors comment faire pour voir si le réseau est borné ou pas? Eh ben donc on va construire un tableau en fait dans lequel on va vérifier que tous les états sont bornés. Donc c'est-à-dire trouver pour chaque place le maximum du nombre de jetons qu'il a pour chacun des états. Ok. Voilà, donc en fait quand le nombre d'états est fini, forcément, ben, c'est fini quoi. Donc c'est évident, voilà, donc on va construire un tableau comme ça. Il y a autant de colonnes qu'il y a de marquages différents. Et là, c'est les places. Les P1, P2, P3 sont les places, d'accord? Et le MP1, c'est le nombre de jetons qu'il y a donc, dans la marque M0. Combien de jetons j'ai dans P1, combien j'en ai dans P2, etc. etc. Ok. Voilà, et à la fin, tout à droite, là, on va juste recopier le max de tous pour vérifier que ben, voilà, c'est fini. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, puisque si vous avez un nombre fini d'états, forcément, vous avez un nombre borné
de marques. Alors, par exemple, si jamais on prend ça, est-ce que ce réseau est borné? Alors, des marques, il peut y en avoir un peu beaucoup là, hein, parce que qu'est-ce qui est franchissable ici? Il n'y a que T1, puisque là, il m'en faut 3. Donc, je peux faire tomber 1, 1, d'accord? Donc, pour l'instant, il n'y a que T1 qui est pardon, comment? Qui est franchissable. Donc, je peux faire tomber un jeton d'ici à ici, d'accord? Donc, vous imaginez la marque, elle passe de 2, 1 à 1, 2, puis à 0, 3, puisque ce sera toujours T1 qui est réalisable là. D'accord. Donc là, après, je vais avoir 3 marques ici, 3 jetons, je veux dire. D'accord. Donc là, je pourrais franchir enfin T2, d'ailleurs, c'est le seul que je puisse faire. Donc je mancherai les 3 jetons de ici pour, hop, en remettre 3 ici. D'accord. Donc ça me fera passer à 3, 0. Ok. Puis bah, la seule chose à faire, ce sera ici T1. D'accord. Et donc ça me refera venir 2, 1. Et donc hop, je reviendrai sur ma marque initiale là. Et voilà. Et donc, ok, le réseau est bien borné. Et puis on a décrit les différentes marques. D'accord. Donc pareil, ça va être un cycle ici. Alors, séquence répétitive croissante, bon, peu importe la démo. Euh, voilà. Par exemple, est-ce que ce réseau-là est borné? Eh ben non. Pourquoi? Bah, parce que ici, là, vous êtes d'accord, je peux franchir T1. De toute façon, c'est la seule transition. Donc à chaque fois, je ne me pose pas la question, c'est est-ce que je peux la franchir? Oui, il y a une marque là, donc oui, je peux la franchir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un jeton qui se met là, et un hop, un qui est ici, d'accord? Voilà, donc j'ai un jeton, j'en ai deux ici et un ici. Et puis hop, je recommence, puisqu'il n'y a que T1 à franchir, ça en fait un 3 puis un 4 puis un 5 d'accord? À chaque fois, je franchis T1 avec ce jeton-là, je le mange, et je crée deux jetons, un nouveau ici et un ici. Ok? Un 6 un 7 un 8 etc. Et là, vous voyez que ici, ce n'est pas borné. Le réseau n'est pas borné, il a une infinité de marques, d'accord? Et à chaque fois, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. C'est pas bon, hein, puisque bah, vous allez avoir une infinité. En tout cas, c'est une propriété de ce réseau-là. Donc, il n'est pas borné, celui-là. Voilà. Donc, pour revenir à la séquence répétitive croissante, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une séquence dans laquelle la marque de chaque place après est plus grande que la marque de chaque place avant. Alors, c'est supérieur ou égal, hein, d'accord? Voilà, donc c'est-à-dire, vous voyez que là vous avez 1, 1, puis la séquence d'après c'est 1, 2, puisque vous franchissez ça, vous remettez le jeton ici et vous en mettez un deuxième là. D'accord. Donc une marque, c'est plus grand à la fin qu'au début, enfin c'est égal. Et là vous avez deux jetons alors que là vous n'en aviez qu'un. Donc la marque ici est plus grande que celle d'ici, au sens large. Ok. Et ainsi de suite, un 3, un 4, un 5, voilà. Quand vous arrivez à faire ça, ben, c'est que votre réseau, ben, il va avoir une infinité d'états, hein, et donc il ne va pas être borné. Voilà, donc informatiquement parlant, c'est pas très bon puisque vous n'arrivez pas, il y a trop d'états, d'accord? On aimerait bien contenir le truc et pour avoir bien la vision du système de ce que vous pouvez faire ou pas. Alors d'ailleurs, petit point, ce réseau-là n'est pas non plus, on ne peut pas revenir au début, hein, d'accord? Voilà, donc il n'est pas réinitialisable, hein, puisque vous avez vu cela. Alors, déterminisme, oui, vous voyez que en fait, pour l'instant, j'ai pas de choix, hein, pour l'instant. J'ai pas à un moment donné deux possibilités. Soit je vais la transition truc, soit je vais la transition machin. D'accord? Je suis obligé d'avancer dans des rails. Donc voilà. Donc là, mes réseaux pour l'instant, ils sont déterministes. Et si jamais vous avez des choix, etc., vous pouvez ne plus être déterministe au bout d'un moment. Voilà. Alors, autre comportement qu'on va étudier, c'est la vivacité. Alors, je ne résiste pas. Voilà, la vivacité, c'est pour savoir si votre réseau est vivant ou pas, comme Frankenstein, donc le docteur que vous avez vu là-bas. Voilà, donc on va directement passer. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau vivant, hein? Eh ben, euh, c'est que depuis le marquage initial, toutes les transitions sont franchissables. Pseudo-vivant, bon, il n'est pas encore complètement mort, donc il y a toujours au moins une transition qui peut être franchie. Vous pouvez continuer à avancer, d'accord? Euh, Quasi vivant, toutes les transitions peuvent être franchies au moins une fois. Voilà. Alors,
On va prendre un exemple hein, pour voir qu'est-ce que c'est qu'un réseau vivant. Donc voici un réseau de Petri, voilà le marquage initial, vous voyez c'est alors P1, P2, P3, P4, P5 pour les places. Donc le réseau initial, vous voyez le marquage initial, pardon, c'est 1, 0, 0, 0, 0, d'accord, donc c'est lui. Ok. Si jamais vous franchissez TA au début, il n'y a pas trop le choix, hein, ça vous fait donc 0, 1, 1, d'accord, que vous voyez ici, puis 0, 0, ok. Puis quand vous avez 1, 1 ici, bah, soit vous faites TB, soit vous faites TC, et ainsi de suite. Ok. Alors imaginons je suis en M0 et je me demande comment franchir, est-ce que tout est franchissable depuis le début. Alors pas directement, mais TA, vous pouvez directement le faire, vous êtes d'accord? TA, depuis le début, vous pouvez le faire. Ainsi, si vous voulez absolument franchir TB, quelle séquence vous permet de le franchir? Bah, c'est déjà TA puis TB, d'accord, que vous voyez ici. À partir de M0, pour franchir TB, je dois faire déjà TA puis TB. Si vous voulez franchir TC, vous pouvez franchir TA, puis, alors là je regarde ce qu'il y a là, hein, TB, puis TC. Vous pourriez très bien faire TA, puis TC direct, hein, ça marcherait aussi. Et si vous voulez franchir TD, donc qui est ici, d'accord, eh ben il faut franchir TA, TB, TC, d'accord, et puis après TD. Ok, donc TA, TB, TC, TD. Mais vous pourriez aussi faire TA, TC, TB, TD, d'accord, parce que indépendamment l'un de l'autre ici, vous pouvez d'accord, quand vous avez les deux jetons ici, soit vous franchissez TB, soit vous franchissez TC, mais c'est indépendant l'un de l'autre. Donc vous préférez franchir TC si vous voulez au début. Voilà. En tout cas, vous voyez que là, ce sont des séquences possibles qui vous permettent, à partir de M0, de franchir TA, de franchir TB, de franchir TC, de franchir TD. Voilà. Et donc, bah, pour voir s'il est vivant, il faut essayer de faire ça toutes les, euh, avec toutes les marques différentes. D'accord. À partir de M1, comment est-ce que je fais pour franchir TA? Donc alors là, c'est pas trop compliqué quand on a justement le fameux graphe de marquage, hein. Donc à partir de M1, comment je fais pour franchir TA? Ben, il faut que je fasse TB, TC, TD, TA. D'accord. Donc je fais TB, TC, TD, TA. Ok, vous l'avez vu avec ça. Je suis obligé à partir de M1 de faire déjà ça, puis ça, et après revenir. Ok. Voilà. Alors il faut vérifier, hein. Là je l'ai fait très vite, mais en fait, quand je dis je franchis TB, puis après je franchis TC, il faut vérifier que vous avez bien le droit, c'est-à-dire, donc là, quand on est là, pour franchir TB, vous voyez, vous avez, donc là, le jeton, il est parti ici et ici, d'accord? Là, ce jeton-là, il tombe, mais ça vous permet quand même, après, de franchir TC, d'accord? Il n'y a pas de diagonale comme ça, et donc le jeton ici, qui n'est plus, hein, puisque vous avez franchi TB, n'est pas nécessaire pour franchir TC, ok? Voilà, donc ainsi de suite. D'accord. Et voilà, vous faites tout ça pour tout. Et comme on se trouve oui, oui partout, bah, au final, il est vivant, hein, c'est voilà. Voilà, bon, c'est un peu long de regarder hein, si un graphe est vivant ou pas, enfin, un réseau de Petri, parce que bah, quand vous avez, vous voyez, même s'il y a un 2 3 4 5 marques, c'est pas énorme, hein, mais par contre, ça fait beaucoup de vérifications à faire dans le tableau. Bon, moi je vous demanderais plutôt, est-ce que la séquence est franchissable ou pas? Et attention à la séquence, parce que l'ordre a de l'importance, hein, d'accord? Euh, vous êtes d'accord que, par exemple, au début, TA puis TB c'est possible, mais TB TA n'est pas possible, n'est pas franchissable, puisque TB, au début, hein, à partir de M0, vous ne pouvez pas le franchir. Ok. Voilà. Bon, je vous laisse tomber ça. Et puis l'inverse de vivant, eh ben, c'est pas mort, c'est bloqué. Ah, il est bloqué. Deadlock, c'est-à-dire, alors ben, en fait, ça fait référence un peu à ce qu'on avait vu avec les algorithmes de Ford Fulkerson depuis. C'est-à-dire, bah, il y a un moment donné, vous allez avoir une marque, voilà, comme ça, ici, une marque que vous allez voir là, qui va aspirer le truc, et puis ça ne va plus jamais changer. Alors, on va regarder. Alors, regardons ce graphe. Donc, il y a 4 places, P1, P2, P3, P4. Le marquage initial, c'est 1, 0, 1, 0. D'accord, que vous voyez ici, 1, 0, 1, 0. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, je peux me dire, tiens, je vais franchir T2, donc ça me fait tomber le 1 ici. D'accord, donc ça me fait 0, 1, 1, 0. Ok, le jeton là, il est passé ici, lui, il est resté là. Ok. Euh, Quand je suis à T2, enfin, dans cette marque-là, je veux dire, je peux franchir T1, d'accord, et donc ça me fait revenir au départ. Vous voyez les deux flèches ici, je peux échanger. Ok. Mais quand je suis ici, donc je suis dans cette nouvelle marque là, donc le jeton il est ici, je peux aussi franchir T3, puisque là, T3, il me demande deux prérequis. Il me demande à la fois P3 et P2. Donc si jamais j'ai la marque ici, d'accord, quand j'ai fait tomber cette marque-là, si jamais j'ai le jeton ici et ici, je peux franchir T3 et ça fait quoi? Ça fait, voilà, ça fait plus grand-chose. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, et il y en a un en P4. Donc ça me fait terminer ici. Ok.
Et alors après, quand je suis en ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quand j'ai que le jeton ici à la fin, ben, il me reste à franchir T4, ça me donne P3, donc ça me fait cette fameuse marque-là en rouge, 0, 0, 1, 0, un jeton en P3, et quand je suis là, et ben c'est terminé, je ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que pour franchir T3, vous voyez, c'est le seul que je puisse espérer, il faudrait que j'ai un jeton ici, or là, vous voyez que j'en ai pas en P2, et j'en ai pas en P1 pour un jour en avoir en P2, ok? Voilà. Et donc vous voyez que ce réseau de Petri là conduit forcément à un blocage, puisque au bout d'un moment, donc vous allez vous amuser à faire ta, mais au bout d'un moment, vous allez tomber dans ce deadlock là, dans cette impasse, et voilà, et ben voilà. Donc, c'est en général. En tout cas, si jamais, enfin c'est une propriété remarquable du réseau, si vous arrivez à ce niveau-là, vous voulez en tout cas le savoir que à un moment donné, vous êtes dans cet état spécial là. Voilà, bon, 30 minutes, c'est bien. Là, c'est juste pour le dernier truc, la réversibilité. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Un réseau est réinitialisable. Si pour chaque marquage, il existe une séquence de franchissement qui permet de revenir à l'état initial. Ok. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Si jamais, bon, en fait, votre graphe ici, ici, il est fortement connexe, forcément, il est réinitialisable. Sinon, bah non, pas forcément, quoi. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour cette partie court, hein. Donc il y a quelques autres notions déterministes, etc. Mais c'est pas très grave pour cela. Voilà, voilà pour ce cours sur analyse des réseaux de Petri.